Salut à toutes et tous. Pour notre exploration d'aujourd'hui, on va commencer par une petite expérience de pensée. Imaginons un instant un architecte. D'accord, un architecte. Ouais. Et on lui confie la construction d'une maison. Spontanément, on s'attendrait à ce qu'il dessine, je sais pas, des plans pour bâtir un lieu magnifique, super lumineux, chaleureux. Enfin, le meilleur endroit possible pour y vivre, quoi. Ouais, un espace qui incarne un peu un idéal. Exactement. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, cet architecte en question, il vient tout juste de survivre à un tremblement de terre dévastateur. Ah oui, carrément. Un truc qui a englouti toute sa famille. Donc son objectif, il n'a plus rien à voir avec la beauté ou la chaleur humaine. Son unique obsession, en fait, c'est de construire un bunker. C'est ça, il veut de la sécurité avant tout. Voilà, il va couler des murs en béton armé de 3 mètres d'épaisseur, supprimer toutes les fenêtres, il conçoit une structure complètement étouffante, mais pensée dans un seul but, c'est que le toit ne s'effondre jamais plus. C'est pas du tout la meilleure maison possible, du coup. Non, c'est simplement la moins dangereuse. Et ça, selon le philosophe Jean-Claude Michéa, dans son essai publié en 2007 qui s'appelle L'Empire du moindre mal, c'est très exactement ce qu'on a fait avec notre société moderne. C'est une super analogie. On n'a jamais cherché à bâtir la meilleure société possible, en fait. On a juste construit un bunker philosophique et politique. Pour échapper au pire, ouais. Donc la mission de notre plongée d'aujourd'hui, au cœur de cette source vraiment fascinante, c'est de comprendre l'architecture de ce bunker, pourquoi notre société libérale, aujourd'hui, elle fonctionne de cette manière si paradoxale. Et pour comprendre ça, pour comprendre ce qui a poussé l'humanité à baisser ses ambitions morales à ce point, il faut vraiment remonter à la source du traumatisme. Le fameux tremblement de terre de notre architecte. Exactement. Et ce séisme, dans notre histoire, ça se passe dans l'Europe du XVIe et du XVIIe siècle. Une période particulièrement joyeuse, n'est-ce pas? Une horreur absolue. Cette période, elle est marquée par des conflits d'une violence inouïe. Les guerres civiles et surtout les guerres de religion. Ouais, on parle pas de petites batailles de frontières, là. Non, c'est pas des armées qui s'affrontent au milieu de nulle part. Ce sont des guerres idéologiques intestines. T'as des voisins qui s'entretuent, des familles qui se déchirent, des villages entiers sont massacrés. Et le pire, je trouve, dans ce que décrit le texte, c'est la motivation derrière tout ça. Oui, le détail terrifiant, c'est que toutes ces atrocités, elles sont commises au nom d'une prétendue vérité morale ou religieuse avec un grand V. Chaque camp torture et massacre en étant sincèrement persuadé d'incarner le bien absolu, quoi. De faire la volonté de Dieu ou d'appliquer la justice. C'est ça. La quête du bien, elle est littéralement devenue la source du pire des maux. Et donc, vouloir imposer une vision idéale de la société, ça menait direct à la guerre de tous contre tous. C'est un effondrement psychologique total pour les intellectuels de l'époque, j'imagine. Complètement. Et face à ce carnage perpétuel, t'as un courant de pensée qui émerge. Ce sont ceux qu'on a appelés les politiques. Les fameux politiques, ouais. Ils vont élaborer une vraie philosophie de la survie, ou de la nécessité, on pourrait dire. Ils comprennent que pour avoir enfin la paix, il faut désamorcer le détonateur de ces guerres. Et ce détonateur, c'est la morale, en fait. Exactement. La solution radicale qu'ils proposent, et c'est le cœur du projet libéral moderne, c'est de neutraliser entièrement les croyances religieuses et morales dans l'espace public. Donc, l'État moderne, il est inventé avec une règle stricte, c'est de ne plus jamais dicter ce qui est bien ou mal. C'est exactement ça. Il ne s'occupe plus du vrai ou du faux pour le salut de l'âme humaine. La politique, elle passe d'un art positif, genre l'élévation morale, à un art purement négatif de pacification. Si on veut résumer ça avec une image de tous les jours pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme si la société avait été reconçue sur le modèle du code de la route. Le code de la route. C'est-à-dire, l'État ne se soucie plus du tout de savoir où vont les conducteurs. Que tu prennes ta voiture pour aller braquer une banque ou pour aller faire du bénévolat à la Croix-Rouge, l'État s'en lave les mains, en fait. Ah oui, c'est le domaine privé, ça ne le regarde pas. Voilà. L'État, lui, se contente juste d'installer des feux rouges, de mettre des ronds-points, de tracer des lignes blanches, pour éviter que les voitures ne se rentrent dedans à l'intersection, quoi. Il gère la circulation, mais pas la destination. C'est une très bonne image. Et Michéa, l'auteur, il utilise une expression super forte pour décrire cet état d'esprit. Il parle d'une anthropologie de la lassitude. Une anthropologie de la lassitude. Ça veut dire qu'on était juste fatigués, quoi. C'est ça, les populations européennes étaient épuisées par des décennies de massacres. Le projet libéral de base, c'est pas un espoir radieux ou une utopie joyeuse, c'est vraiment un projet de résignation. On abandonne l'idée millénaire de rendre les humains meilleurs par la loi.
Oui, et ça rappelle d'ailleurs cette fameuse boutade de Winston Churchill, tu sais, quand il disait que la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Ouais, c'est super connu. Ça illustre parfaitement cet ADN libéral. On a une confiance aveugle dans notre capacité technique, mais on a un pessimisme noir, vraiment absolu sur notre capacité morale à créer un monde bon. Mais attends, si l'État se transforme juste en agent de la circulation et qu'il refuse obstinément de fournir une boussole morale, on se retrouve face à un vide immense, non? Bah oui, complètement. Du coup, comment on fait pour organiser la vie de millions de gens, avec des désirs qui se contredisent tout le temps, sans que ça reparte en guerre civile? Il faut bien un moteur à cette machine. Et c'est là qu'est le génie, et le danger aussi du système. Il a confié cette gestion à ce que l'auteur appelle des mécanismes sans sujet. Des mécanismes sans sujet, ok. Puisque confier le pouvoir à des humains qui portent des valeurs, ça mène à la tyrannie, on va confier l'organisation sociale à des systèmes froids, automatiques et surtout, soi-disant, totalement neutres. Et j'imagine qu'on parle de deux mécanismes en particulier? Exactement. Le droit et le marché. D'accord, alors là, on va décortiquer ça, parce que c'est là que l'analyse de l'essai bouscule complètement notre vision politique classique. Ça retourne tout, c'est clair. Parce que, regarde, le débat public aujourd'hui. D'un côté, t'as le droit, donc l'avancée des libertés individuelles, le libéralisme culturel, la déconstruction des normes. Ça, c'est farouchement défendu par la gauche. Ouais. Et de l'autre côté, t'as le marché, le capitalisme décomplexé, la libre entreprise, la dérégulation. Et ça, c'est le grand totem de la droite. Tout à fait, c'est le clivage classique. Et ces deux camps, ils passent leur temps à se taper dessus dans les médias, ils ont l'air de se détester, mais d'une force... Et pourtant, la thèse centrale de Michéa, et c'est vraiment le point fascinant, c'est de démontrer que cette division politique, c'est une pure illusion d'optique. Genre, ils sont dans la même équipe sans le savoir. C'est ça. Le libéralisme culturel de gauche et le libéralisme économique de droite, ce sont les deux faces strictement indissociables d'une seule et même médaille logique. Attends, comment ils justifient ça alors? Eh bien, le droit s'occupe de gérer la coexistence de nos libertés individuelles sans jamais juger de leur valeur morale. Et le marché s'occupe de la répartition des ressources matérielles sans jamais juger de leur utilité humaine. Ce sont deux systèmes d'indifférence. Ah, je vois. Donc, si par exemple, je revendique au nom de ma liberté individuelle et du droit de pouvoir vivre exactement comme je l'entends, sans aucune contrainte morale de la société, Oui, l'émancipation culturelle. voilà, je peux pas m'offusquer derrière si le marché débarque pour me vendre les applications de rencontres, les services ou les contrats juridiques nécessaires pour faire tourner ce style de vie. Exactement. L'auteur explique que tu ne peux pas vouloir la libération absolue des mœurs sans accepter, de façon inévitable, la logique de marchandisation totale qui va avec. Donc, l'émancipation totale exige la marchandisation totale. C'est fou vu comme ça. Parce que la neutralité du système rend toute limite impossible. Si ta seule boussole, c'est le consentement mutuel entre adultes, n'importe quel aspect de l'existence a vocation à devenir un contrat marchand. Ouais, on peut pas applaudir le démantèlement des valeurs le matin et pleurer sur le pouvoir de l'argent le soir en fait. C'est la même machine. C'est la même mécanique d'indifférence à la morale, oui. Mais bon, on doit quand même avouer que cette dynamique marchande, elle n'est pas passée inaperçue à l'époque de la révolution industrielle. Les premiers socialistes, ils ont tout de suite vu les dégâts de cet égoïsme naissant qui broyait les ouvriers. Oui, bien sûr. La misère était effroyable, c'était impossible à ignorer. Du coup, comment les architectes de ce système ont justifié ça? Comment ils ont vendu leur projet alors que ça détruisait les liens sociaux? Eh bien, l'essai se penche pas mal sur Frédéric Bastiat. C'est un économiste français de 1848. Il a essayé de répondre à ces critiques socialistes, et sa réponse, c'est vraiment le cœur du réacteur de la pensée libérale. Qu'est-ce qu'il disait, Bastien? En gros, il accusait les socialistes de vouloir forcer la fraternité humaine en utilisant la loi et l'État. Et pour lui, imposer la solidarité par la force de l'État, c'était la définition même de la tyrannie. Bon, sur ce point, il n'avait pas totalement tort. L'histoire du XXe siècle a bien montré que quand l'État veut forcer un homme nouveau, ça finit souvent dans des camps. C'est vrai, l'essai le reconnaît aussi. Mais alors, quelle était l'alternative de Bastiat pour avoir de la fraternité sans la forcer? Ouais, c'était quoi son plan pacifique à ça? Sa théorie reposait sur une foi presque religieuse dans la croissance économique. Il affirmait que le seul moyen de créer de la fraternité sans passer par la guillotine, c'était de laisser le libre marché générer de la prospérité. Donc plus de richesse égale plus de gentillesse. C'est un peu ça, oui. Pour lui, la pauvreté et la rareté, c'étaient les seules vraies causes des guerres. Donc, si tu laisses la main invisible du marché multiplier les richesses, les humains n'auront plus faim et ils deviendront naturellement généreux et pacifiques. Oh la vache, la naïveté du truc. Le marché était vu comme un éducateur moral, carrément.
Voilà. Le pari, c'était de faire tourner une machine à base d'égoïsme individuel à court terme pour obtenir de l'altruisme à long terme. Sauf que le résultat qu'on observe aujourd'hui, il est, comment dire, légèrement différent de cette promesse. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Parce que pour que cette immense horlogerie du droit et du marché fonctionne, elle nous oblige à adopter une posture super spécifique entre nous. Elle exige un certain carburant humain. Et ce carburant, c'est ce que la théorie économique appelle l'acteur rationnel. L'acteur rationnel, c'est un mot poli pour dire quoi? C'est un mot très poli pour dire l'égoïste calculateur. Le texte prend l'exemple d'Ayn Rand aux États-Unis, la philosophe. Elle a glorifié l'égoïsme rationnel. Pour elle, la poursuite de son propre intérêt, c'est la seule éthique valide. Et la compassion ou le sacrifice, c'est vu comme des faiblesses, limite des erreurs de calcul. Absolument. Mais attends, c'est bizarre, parce qu'on nous vend constamment la grande tolérance de notre époque. On se dit souvent qu'on est la société la plus ouverte de l'histoire, non? Mais regarde la définition de cette tolérance par Milton Friedman, le célèbre économiste. Qu'est-ce qu'il disait exactement? Il expliquait, avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs, que la magie du marché, c'est d'unir des millions d'individus à travers le monde sans qu'ils aient besoin de s'aimer, ni même de se parler. Sans se parler, d'accord. Ce n'est pas de l'empathie, cette tolérance, c'est juste de l'indifférence pacifiée. L'autre, c'est juste un partenaire de contrat temporaire. Une fois la transaction terminée, il disparaît. C'est ça. Au revoir. Ça me fait penser, c'est comme si on vivait tous dans un immense hôtel de luxe, ultra moderne, mais totalement impersonnel. Oh, j'aime bien cette image. Tu vois, dans les couloirs, tout le monde est super poli, le droit impose des règles strictes, genre pas de bruit après 10 heures, on fouille pas dans les affaires du voisin, et le marché s'occupe de l'entretien des chambres. Tout roule à la perfection. Tout fonctionne à merveille. Mais si le voisin de la chambre d'à côté fait une crise cardiaque à 3 heures du matin, la structure de l'hôtel fait qu'on s'en fiche un peu. On va juste appeler la réception pour qu'il gère le problème avec des professionnels. On s'implique plus directement, ouais. On délègue. Voilà, le lien charnel humain s'évapore. On délègue tout aux structures commerciales ou à l'État. Et c'est là que l'analyse devient vraiment cruciale, parce que Michel convoque les travaux de l'anthropologue Marcel Mauss et le concept de common decency. La fameuse décence ordinaire de George Orwell, c'est ça? Exactement. Dans la plupart des sociétés humaines avant la nôtre, le ciment qui tenait les gens ensemble, c'était pas un contrat ou une loi, c'était la dynamique du don. Le cycle donner, recevoir, rendre. Voilà. Quand tu aides quelqu'un de ta communauté sans demander d'argent en retour, tu crées une dette informelle. Ça crée de la loyauté, de la gratitude, de la confiance. De la vraie socialité humaine, en fait. Mais notre système libéral, il a horreur de ça, non? Cette dette morale qu'il ne peut pas quantifier. Il la détruit carrément. En transformant chaque service en transaction marchande immédiate, souvent réglée par une appli mobile, on efface le cycle du don. On est quitte tout de suite. On ne se doit plus rien. C'est pratique, mais c'est vide. Et le paradoxe mortel que souligne l'auteur, c'est que le capitalisme naissant n'a pu prospérer au début que parce qu'il parasitait ses vertus humaines qu'il n'avait pas créées lui-même. C'est-à-dire? Pour qu'un marché fonctionne sans s'effondrer sous la corruption, il a fallu au départ des juges intègres, des ouvriers consciencieux, des gens qui avaient le sens du devoir. Des communautés traditionnelles. Exactement. Et aujourd'hui, la logique du chacun pour soi est en train de ronger ce capital moral. C'est comme un programme informatique surpuissant qui, pour tourner plus vite, commencerait à effacer des lignes de son propre système d'exploitation. C'est une super métaphore. À court terme, les performances explosent, mais à long terme, le plantage est inévitable parce qu'il détruit son infrastructure invisible. Donc on est dans une machine sans fin, programmée sur l'égoïsme et qui s'interdit formellement de fixer des limites. L'incompatibilité de la limite avec ce système, c'est total. Oui, parce que pour poser une limite, genre freiner la destruction de la nature ou limiter la marchandisation des corps, faudrait dire ça c'est mal ou ça va trop loin. Et ça, c'est le retour du jugement moral. C'est ça, Féti. Et le système a été conçu précisément pour interdire ça, pour éviter les guerres de religion. Donc la machine, sa seule option, c'est d'accélérer. Accélérer tous les processus, étendre les droits, générer une croissance illimitée. Et le tableau de bord de cette machine folle, c'est le fameux PIB, le produit intérieur brut, l'indicateur suprême pour tous les gouvernements de la planète. Et l'exemple de la source pour montrer l'absurdité du PIB est vraiment redoutable. Ah oui, l'exemple des routes. Imagine qu'on embauche des gens pour détruire délibérément des routes en parfait état. Ils cassent tout, et ensuite on embauche une autre équipe pour réparer tous ces dégâts. Sur le papier, l'activité générée fait grimper le PIB, au même titre que si cet argent avait servi à construire des hôpitaux. Exactement. Le thermomètre mesure l'agitation, l'énergie dépensée, mais il est totalement aveugle, il s'en fout que cette énergie soit constructive ou destructrice. Il refuse par essence de juger ce qui est bénéfique. L'un des moments les plus poignants de l'analyse, c'est d'ailleurs le discours de Robert Kennedy.
Ah oui, le discours de 68, Ouais. pendant sa campagne présidentielle, juste avant son assassinat. C'est ça, il dresse un réquisitoire implacable contre cette tyrannie de l'indicateur comptable. Il explique très bien ce que le PIB compte. Il disait que le PIB comptabilise la pollution, la fabrication de serrures pour nos portes, la construction de prisons pour ceux qui cassent ces serrures. Le napalm aussi. Ouais, la destruction des forêts, les armes nucléaires, tout ça c'est bon pour le PIB. Mais en contrepartie, Kennedy souligne surtout ce qu'il ignore. Le PIB, il s'en fout de la santé des enfants, de la qualité de leur éducation. Il ignore la poésie, le courage, l'intégrité de nos dirigeants. Voilà, Kennedy disait, pour reprendre sa phrase foudroyante, le PIB mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est lourd de sens quand on y pense. Et c'est un diagnostic fascinant de la part de l'auteur. Ça éclaire d'une lumière crue le chemin qu'on a parcouru depuis les guerres du XVIe siècle, en fait. Oui, on est passé d'un désir noble de paix à un système technologique inouï, mais totalement vide. Et il faut préciser pour ceux qui nous écoutent que Ishiai n'est pas du tout nostalgique de l'Ancien Régime ou de l'Inquisition. Non, l'analyse reste très neutre, c'est pas un appel conservateur à revenir en arrière, c'est juste un constat factuel, une autopsie de notre impasse actuelle. L'autopsie d'un vide humain, ouais. Une société qui refuse de juger ce qui est digne ou indécent, elle finit par remplacer l'oppression par la solitude absolue. L'humain est juste réduit à un point sur une courbe de consommation dans un monde de monades isolées. C'est exactement ça. Le remède qu'on a trouvé pour éviter la guerre de tous contre tous, ça a généré une paix froide procédurale. On survit côte à côte sans vraiment vivre ensemble. Le bunker est super solide. Ah, les murs en béton nous protègent très bien des tempêtes idéologiques, c'est sûr. Mais on a oublié la lumière du jour et l'art de tisser des liens gratuits, tu vois. Et c'est là que le texte évoque un vrai malaise dans la civilisation. Une souffrance psychologique liée à ce refoulement de la common decency. Eh bien, ça nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse pour clore cette plongée. Si notre système économique tout entier dépend pour sa survie de notre appétit sans fin pour la consommation matérielle et le divertissement, Le fameux carburant de la machine. ouais, eh ben, on peut se demander, se pourrait-il que l'épidémie moderne de solitude, d'anxiété et de dépression qu'on voit partout, ça ne soit pas du tout un défaut du système? Ah oui, et si c'était le but en fait? Et si ce vide intérieur abyssal, c'était le carburant même qui maintient la machine en marche? Parce que, au fond, si on était pleinement comblé par des relations humaines basées sur le don pur et gratuit, Est-ce qu'on aurait encore besoin de consommer autant? exactement, est-ce qu'on aurait encore ce besoin compulsif d'acheter autant de trucs pour essayer de masquer ce silence? On vous laisse sur cette réflexion. Merci de nous avoir accompagnés dans les profondeurs de cet empire du moindre mal, et prenez soin de vous. À très vite!